J'ai voulu parler de toutes les choses que je trouvais séduisantes ou que j'admirais, faire une espèce de récapitulatif optimiste des choses de la vie, des choses de ma vie qui me plaisent. Et il se trouve que le jeu, il se trouve que le hasard et les voitures en font partie, mais c'est pas, ce sont des choses qu'on me reproche, c'est un petit peu niais quand même. On ne va pas reprocher aux gens d'aimer le hasard ni la vitesse. Denis Westhoff, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir Françoise Sagan. Françoise Sagan, votre maman, puisque vous portez le nom de votre père, Robert Westhoff, qu'elle a épousé en 1961. Il était américain et vous êtes le fruit unique, fils unique de cette union. Alors pour vous situer, vous étiez photographe dans des magazines de décoration quand vous avez décidé de vous occuper de l'œuvre de votre mère, jugeant qu'elle était maltraitée par son éditeur historique, Julliard, auquel d'ailleurs vous faites un procès pour défaut d'exploitation de l'œuvre, comme on dit, permanente et suivie, hein, c'est le terme juridique, et vous êtes tourné vers un grand éditeur, passionné par l'œuvre de votre mère, Jean-Marc Roberts, qui édite chez Stock d'ailleurs 3 textes, Françoise Sagan, Des yeux de soie et autres nouvelles, Des bleus à l'âme et Françoise Sagan, Toxique, un texte illustré par des dessins de Bernard Buffet qui était l'ami de votre mère. Et sur le bandeau, on voit Sagan retrouvé. Alors, on va retrouver Françoise Sagan avec vous. Denis Westhoff, dites-nous votre passion pour la grande romancière, mais surtout pour votre maman. Alors, j'ai d'une part repris l'œuvre de ma mère en 2006, il y a 3 ans, essentiellement parce que j'avais envie de faire que son œuvre ne soit pas bradée, ne soit pas vendue, ne soit pas dilapidée. Parce qu'au moment de son décès, ma mère avait une dette fiscale très importante. Elle n'avait plus de biens, elle n'avait que ses vêtements finalement sur elle. Elle n'avait même plus de meubles, plus de tableaux, elle n'avait plus rien du tout. Elle était vraiment, comme on dit, à la rue. Et donc, pour moi, c'était pas pensable que cette succession disparaisse. Et l'objectif était évidemment, avant toute chose, de rembourser l'État. Et là, il a fallu aller voir le ministre des Finances. C'était qui ce ministre à l'époque? À l'époque, c'était Thierry Breton qui était ministre des Finances. Il fallait le convaincre que Françoise Sagan valait la peine d'être réédité, qu'il fallait relancer son œuvre et que ceci allait permettre de gagner de l'argent de nouveau et donc de payer les impôts. Et vous avez trouvé du soutien tout de suite ou bien ça a été difficile? Alors j'ai trouvé un mur, j'ai trouvé absolument des gens qui ont refusé de me voir. Et je vous passe tous les rendez-vous, tous les coups de téléphone qu'on a passés pour essayer d'avoir des correspondants, d'avoir des rendez-vous, d'avoir des entretiens. Mais franchement, ils ne connaissaient pas Françoise Sagan ou ils n'en avaient rien à faire? Je crois que... Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Je pense que vraiment, ils n'en avaient rien à faire. Et je crois aussi que peut-être, derrière tout ça, il y avait une sorte de vengeance. Parce que ma mère avait été l'amie de François Mitterrand. Oui. Et que le fait de refuser de venir en aide à son œuvre, c'était aussi une manière d'appuyer sur le fait qu'elle avait été l'amie des socialistes à une époque. Que voilà, quoi. Donc elle était... Alors, si on pouvait en venir à la Françoise Sagan plus radieuse pour vous, les premiers souvenirs que vous avez de votre maman. Son succès a commencé avec Bonjour Tristesse. Alors, les premiers souvenirs que vous avez. Les premiers souvenirs sont les souvenirs d'enfance dans l'appartement d'avenue Suffren en 69. J'ai croisé Ava Gardner dans l'ascenseur de l'avenue Suffren, mais je m'en souviens pas parce que j'avais 6 ans. Mais j'ai su après que c'était Ava Gardner. Je me souviens d'une très belle femme, très grande, brune, très bien habillée, qui sentait très très bon parce qu'elle a je me souviens d'un parfum très, très fort. Et je me souviens de Marlon Brando qui était venu rue d'Alésia, qui était resté 1 heure à la maison. Ça, c'était après Apocalypse. Je me souviens de François Mitterrand, je me souviens de... Il y avait Georges Pompidou Anthony Perkins, je me souviens de Georges Pompidou. Alors, les rapports que vous aviez avec votre mère, c'était quel type de maman, si je puis dire? C'était une maman beaucoup plus présente et beaucoup plus attentive qu'on peut le croire. C'était une maman qui n'était pas là le matin pour me faire mon petit déjeuner, mais qui, le soir, était présente, qui veillait à ce que mes devoirs soient faits et que je prenne mon dîner à 1 heure normale et qui surveillait mes carnets de notes et qui s'occupait de mes vacances, s'occupait de mes week-ends. Mais comment vous avez vécu en tant que fils les relations que l'on a prêtées à votre mère, que ce soit avec des hommes ou avec des femmes comme Juliette Gréco, par exemple? À vrai dire, moi, j'étais pas du tout au courant de ces relations. Jusqu'à très tard, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, ça m'a vraiment pas... je veux dire, ça m'a pas effleuré l'esprit de me demander
ce que ma mère faisait de sa vie privée. Et le jour où je l'ai su, je vous dirais que ça m'a fait vraiment ni chaud ni froid parce que j'étais vraiment... je considérais vraiment que c'était sa vie privée, qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Et que voilà, ça ne me regardait pas, quoi. Elle pouvait coucher avec des femmes et... je veux dire, si j'avais ramené des garçons à la maison, je pense qu'elle aurait été d'une même discrétion à mon égard. Il y a des choses qui sont peut-être moins privées auxquelles vous avez pu assister, c'est la période où elle était confrontée à la drogue. Vous avez été confronté certainement. J'ai été confronté indirectement à la drogue parce qu'elle avait la pudeur de ne pas se droguer devant moi. Elle avait cette élégance qui fait qu'elle prenait de la drogue, mais elle voulait pas que... Enfin, c'est pas qu'elle voulait pas qu'on le voie, mais ça n'était pas... je veux dire, elle se roulait pas sous les tables et elle s'avachissait pas, vous voyez, devant les autres. Elle raconte dans Toxique, le texte qui vient d'être édité avec des illustrations de Bernard Buffet, elle raconte cette rencontre avec l'opium à la suite d'un accident d'automobile pour soigner ses douleurs. C'était en 1957 qu'elle avait eu cet accident d'automobile. Et vous avez découvert ce texte, je crois. Ah, moi, j'ai découvert ce texte tout petit, enfin j'avais 11 ans, je l'ai découvert à la campagne. Et ce texte, ce cahier m'a fait peur quand j'étais petit. Parce que quand on a 10 ans et qu'on voit ces dessins de Bernard Buffet, c'est un peu impressionnant. Enfin, moi, j'étais impressionné par ce texte. Et ma mère a eu un accident de voiture très grave à 22 ans, qui a été en clinique, qui a été peut-être soigné sur une période pendant laquelle on lui a donné trop de morphine. Et de ce fait, elle est sortie de l'hôpital accro à la morphine. Et donc, elle est devenue toxicomane. Et ce manque l'a poursuivie jusqu'à la fin de sa vie, ce qui est une vérité. Et ça, c'est une chose que je sais depuis toujours. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui refusaient de voir ça. Refusaient de voir que ma mère était en fait malade, hein, comme le sont tous les drogués d'ailleurs. Mais elle, je veux dire, avait une raison supplémentaire d'être addict, puisqu'on l'avait surdosé en morphine à l'époque de sa cure. Et vous, comment vous avez vécu la relation qu'elle a eue avec la styliste Peggy Roche, qui, je crois, a été une relation importante pour elle? C'était la relation de sa vie. Je pense que Peggy Roche a été la femme de sa vie, si on peut dire. Peggy Roche était une femme qui était rentrée dans sa vie dans les années 72 et qui en est malheureusement sortie beaucoup trop tôt dans les années 90. Et c'est une femme qui a été auprès de ma mère à tout point de vue, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de ma mère, elle s'occupait de ses affaires personnelles, elle s'occupait de l'habiller, elle s'occupait de la coiffer, elle s'occupait de l'intendance de la maison. Et en plus de ça, elles avaient une amitié qui était plus forte que tout. C'était vraiment une vraie amitié tendre. Histoire d'amour. Une histoire d'amour. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très très fort. Et quand Peggy est morte en 90, je pense qu'une grande part de l'univers s'est écroulé autour de ma mère. Et les derniers instants de votre mère, comment vous les avez vécus? Alors la dernière période de sa vie, on s'est très peu vu parce qu'on a eu une brouille idiote à la fin de sa vie. Et heureusement, on s'est retrouvés dans l'année... Pourquoi on se brouille avec sa mère comme ça? On s'est brouillé pour une histoire de mariage parce que je me suis marié avec une personne qui ne convenait pas du tout à ma mère. Et en fait, ma mère avait raison, c'est une personne que j'aurais jamais dû épouser. Et le jour où j'ai présenté cette femme à ma mère, elles se sont disputées, ce qui était assez rare, et ma mère ne pouvait pas la voir. Et du coup, ma mère et moi, on s'est séparés, on s'est disputés. Et elle est sortie de votre vie pendant un moment? Et elle est sortie de ma vie pendant un moment. Et donc, j'ai retrouvé ma mère tout à la fin de sa vie, dans les derniers mois. Lorsqu'on l'a emmenée à l'hôpital d'Honfleur pour un énième examen, et le docteur me disait, vous savez, cette fois-ci, votre mère risque de rester plus longtemps que prévu à l'hôpital. Et moi, je restais confiant, je me disais, bon, elle va s'en sortir une fois de plus. Et puis, les derniers jours, le docteur m'a dit, vous savez, votre mère cette fois-ci, va pas pouvoir passer le cap parce qu'elle est trop fatiguée, elle est trop faible, elle est en trop mauvaise santé et on peut plus rien faire. Et moi, je continuais à croire que c'était pas possible, quoi. Et effectivement, c'était un samedi, je crois, j'étais avec elle dans la chambre et elle s'est éteinte à côté de moi. Mais il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de fâcheries autour de l'histoire de votre maman. Oui, il y a beaucoup, ouais. À la fin, il y a eu beaucoup de ruptures, beaucoup de fâcheries, beaucoup de déchirures, malheureusement, mais c'est comme ça. Voilà. Et là, je pense que le fait de reprendre la gestion de l'œuvre de votre mère est une façon aussi de remailler tout ça. D'effacer tout ça, ouais. Oui. Moi, je voudrais effacer tout ce côté noir et ténébreux
et pouvoir remettre un peu de vie dans tout ça. Alors, on retrouvera tout ce dont vous venez de nous parler dans Toxique et les 2 autres textes dont on a parlé, des yeux de soie et des bleus à l'âme. Et je crois que c'est comme il est écrit sur le bandeau, une façon de Sagan retrouvé, grâce à vous et Jean-Marc Roberts. En tout cas, Denis Westhoff, merci. C'est difficile de parler de François Sagan, mais c'est certainement encore plus difficile de parler de sa maman. En tout cas, vous l'avez très bien fait. Merci. Merci beaucoup. Merci.